Mesdames, Messieurs, bonsoir à tous et merci de suivre la télévision nationale et bienvenue dans votre émission Grand Angle, rendez-vous de débat et d'analyse des sujets de l'actualité nationale à travers bien sûr cette émission. Ce soir, nous parlons du protocole d'accord signé entre le gouvernement et le secteur privé, protocole signé à la veille du début et du carême et du Ramadan. Vous l'avez compris, pour les chrétiens, c'est le carême, les musulmans, c'est le Ramadan, afin de soulager le panier de la ménagère. On se rappelle encore les images, ces images des acteurs des deux parties échangeant autour des questions liées à l'amélioration donc du panier de la ménagère durant ce mois de pénitence et d'élévation spirituelle. Au troisième jour du jeûne, quelle est la situation dans les marchés à Conakry à l'intérieur du pays? Pour en parler, Grand Angle a invité et reçoit dans la deuxième partie de l'émission monsieur Mohamed Traoré. Il est le directeur national du commerce intérieur et de la concurrence. Il sera sur ce plateau dans la deuxième partie de l'émission. Avec lui, nous ferons l'état des lieux dans les marchés, notamment avec les détaillants sur ce qui se passe après la signature de ce protocole d'accord. Le focus, nos chroniqueurs vont parler des délestages signalés ces derniers jours dans certains quartiers de la capitale Conakry. Pendant ce temps, la facturation fantaisiste persiste, l'installation des compteurs prépayés est arrêté dans certains ou se poursuit lentement selon certains clients. Qu'est-ce qui est à l'origine de cette situation et comment les citoyens vivent-ils cette situation pendant qu'ils sont en train d'observer le jeûne? Nos chroniqueurs en parlent. Ils sont déjà bien installés. Idrissa Cissé, bonsoir et bienvenue. Bonsoir David Diombono, bonsoir à nos techniciens, nos caméramans, nos preneurs de son, du côté de la régie. Oui. Bonsoir à tous et toutes ces personnes qui acceptent d'être dans l'ombre pour mettre la lumière sur nous. Oui. Parce qu'il faut avouer ce qu'elles font, ces travailleurs, ces personnes, ce qu'elles font comme boulot. C'est vraiment extraordinaire. C'est l'amour de la patrie, c'est l'amour du métier. Oui. Donc aujourd'hui, on a décidé de rendre un petit coucou à ces personnes de l'ombre. Oui, c'est un don de soi. Hein. Il faut dire être dans l'ombre et mettre la lumière sur les autres. Ouais. Je crois qu'il faut un don de soi. Sinon, on peut tout de suite être aigri quand on sait la nature humaine. Mais ils le font au jour et grâce à ce travail, vous nous voyez et vous nous entendez dans ce que nous faisons comme débat. Mamadou Ali Moussoiré de Mali Yemberen, bonsoir. Bonsoir, je suis en face de M. Barry de Dingiraï qui réfléchit ici comment le goudron va rallier Bissikrima à C'est lui qui te met à l'antenne. C'est lui qui te met à l'antenne. Donc c'est pourquoi. Donc il va c'est déjà en cours. Il ne réfléchit même pas. C'est le Ramadan encore. Oui. Même en le voyant, on sent que... Ouais. Il peut t'incliner, il peut renverser ta tête, il peut couper, ton sort dépend de lui. Hein. Ton sort dépend de lui pendant l'heure d'émission que nous avons. Mamadou Alpha Baldé, bonsoir. Bonsoir David et bonsoir à tous ceux qui nous regardent et un bonsoir particulier à tous ceux qui osent... comment habiller ce et à tous ceux qui osent prendre une moto et ne pas souvent aider ces conducteurs zélés qui sont dans la circulation, qui doublent partout, qui tournent partout, qui s'arrêtent partout. Mais quand tu les vois au milieu de la circulation, mais tu te demandes est-ce que ce sont des humains qui accélèrent, qui freinent, mais ils sortent comme ils veulent. Et souvent, il y a une bonne dame ou un bon monsieur ou parfois des enfants avec lui, mais les enfants, on peut comprendre, mais quand un adulte, vous, par exemple, vous prenez une moto parce que vous êtes pressé, parce que, il y a beaucoup de raisons qui font que les gens prennent la moto à Conakry. Au-delà du fait que vous n'ayez pas de casque pour votre protection, mais au moins, ayez le réflexe de lui dire, mon ami, fais doucement, ne tourne pas la main, ne tourne pas comme ça, ou à un moment donné, quand vous voyez qu'il conduit n'importe comment, pour quand même lui dire, je m'arrête là, même si je devais venir à tel. Vous descendez tout doucement, vous le payez pour ça, et puis vous prenez quelqu'un d'autre d'un peu plus prudent. Il y a tellement d'accidents évitables. Mais tellement d'accidents évitables, tellement important. Le matin, des fois, quand vous voyez, des fois, les enfants, 3, 4, d'une même famille, il y a un motard qui est au milieu, il y a 2 derrière, il y a 2 autres qui sont devant, et le gars, le papa des enfants n'est pas là. La maman, certainement, elle est au marché, ou elle est au bureau, ou elle est en route pour aller au service. Et les enfants sont sur la moto. Le monsieur, exposé. Le monsieur, il conduit comme il veut. C'est pas facile. C'est pas facile. Vous savez, les parents qui font ça, ils ne le font pas de leur
gré. Oui. Ils le font par contrainte. Mais Alpha, quand on dit comme ça, c'est comme s'il n'y a pas autre solution. Non, il n'y a pas autre solution pour l'instant. Il n'y a aucune autre solution. Si les gens prennent la moto de Bambeto ou de la cimenterie pour Kaloum, c'est parce qu'ils n'ont pas un bus qui peut les envoyer en 30 minutes, en 45 minutes. Oui. C'est parce qu'ils n'ont pas un bateau-bus qui peut prendre mais tout quand vous mettez les enfants encore... Oui, les enfants... Là, c'est dangereux. Oui, les enfants, c'est dangereux. Les enfants ne peuvent pas parler. C'est dangereux. Ils ne peuvent pas dire au motard, va doucement. Justement, c'est pas... Les gens ne le font pas parce qu'ils ont le plaisir de mettre les enfants sur la moto. Si vous savez qu'en prenant vos enfants, vous descendez à votre carrefour, vous pouvez prendre un taxi, les déposer à l'école, ou vous-même, votre véhicule, les déposer à l'école et continuer, vous allez le faire. Mais les gens le font parce qu'ils n'ont aucun autre choix. Tu prends ton véhicule, tu es dans les bouchons. Si tu n'as pas de véhicule, ça c'est notre problème. Donc parfois, pour que les enfants arrivent à l'heure, à l'école, imaginez, c'est compliqué. Je sais que tous ces parents qui mettent 2-3 de leur... progéniture quand même sur la même moto, il y a les contraintes économiques et tout ça, sinon peut-être tu allais prendre une moto par enfant au moins, mais ils ne le font pas par conviction ou en tout cas par plaisir. On le fait parce qu'on n'a pas le choix. Tous ceux qui le font, j'imagine c'est parce qu'ils n'ont vraiment pas le choix. Auprès d'un taximètre. Oui, mais justement, c'est ce que vous comprenez pas. Ça aussi, je suis d'accord. Non, justement, ça c'est possible, mais là, le taxi... C'est vrai, il y a des parents qui prennent la responsabilité de mettre... Un taxi qui est à la tannerie qui va à Koza, par exemple. Laissez-moi finir. Il y a des parents qui mettent des enfants 3, 4, 5 sur la moto, je suis d'accord. Mais sauf que Ali Moussouare, qui sait que 3, 4 personnes ne doivent pas monter sur la moto, prend un motard, il négocie avec le motard. Sur la semaine où le mois s'est discuté, il donne l'argent à ce motard. Mais qu'est-ce que le motard fait? Il a au moins 3-4 contrats sur le même tronçon. Donc, il vient prendre l'enfant de M. Soiré à Kobaya. Il vient jusqu'au niveau de Lambagny. Il a signé notre contrat avec David Yomouno. Il prend ton enfant, il va ramasser l'enfant comme ça au fur et à mesure. De gauche à droite. Alim Soiré ne se rendra jamais compte que son enfant va 3, 4, 5 sur la moto. Oui. Le plus souvent, c'est ce qui arrive. Moi, je pense qu'à ce niveau... Oui, c'est un autre phénomène. Moi, je pense qu'à ce niveau, la responsabilité doit être beaucoup plus au niveau de la police routière. Oui. Nous, les usagers. Parce qu'à un moment, moi, il m'est arrivé une fois de voir un particulier qui a garé son véhicule, il a arrêté un motard pour dire non, tu ne peux pas toi seul transporter tous ces enfants sur les mêmes motos. Après, le monsieur, il a appelé un autre motard, il a mis 2 autres enfants sur cette moto, ils sont partis. Peut-être que lui, c'est la voie pacifique qu'il a utilisée, mais après la police routière, les agents de sécurité, on ne doit pas laisser passer de telles choses. Sinon après, c'est... Mais la police va vous dire, si on intervient, le motard va dire, ok, gardez les enfants, moi je m'en vais. En tout cas, la qu'est-ce que vous allez faire durant la journée avec c'est un problème entier. C'est un problème entier. Je crois qu'il faut qu'on... Et on a l'impression qu'il n'y a pas de solution pour l'instant. Non, il y a toujours des solutions. Oui, mais alors, quelle est la solution? La solution, c'est celle-là que je viens de proposer, par exemple. On a souvent des taxis qui ne roulent pas sur la voie publique. Il y en a beaucoup à la tannerie qui vont à Koza ou de Koza qui vont jusqu'à Nongo. Ça ne bouge pas. Vous avez des taxis de Lambagny, comment on appelle ça, Sangoya, par exemple, jusqu'à Anko 5, Anko 5 jusqu'à Lambagny. Ceux-là, on peut négocier avec eux, dire à un par exemple, le tronçon Sangoya par exemple jusqu'à Lambagny. Passe chaque matin, 7h30, tu prends mes enfants. Voilà, passe prendre mes enfants. Ça te fait combien le tronçon aller-retour? Ben, je te paye ça. Et c'est pas beaucoup. C'est parce que David Mouna est moins là. Mais vous savez demander à ses moins. Absolument. Le véhicule est un peu plus cher que la moto souvent. Et la moto est plus pratique, plus dangereuse, mais moins chère, plus pratique. C'est problématique. Je sais que c'est pas de gaieté de cœur que les parents mettent les enfants sur les motos. Ça, c'est clair. Mais ils n'ont pas le choix souvent. Parce que quand moi je vois ça, vraiment ça me donne la chair. Et ce serait surtout pour les enfants. Et généralement, vous allez... il file. Mais bien sûr, c'est ce qui est encore énervant. Et les enfants, il n'y a rien à tenir. C'est-à-dire, entre eux-mêmes, ils ont de la peine à se saisir. Même s'ils ont quelque chose à tenir, ils sont là. Ce sont des innocents, comme on dit. Ce sont des innocents sans aucune protection. Des enfants même de la maternelle. Même sur le réservoir de la moto. Mais bien sûr. Quand j'ai vu ça, j'ai dit non, c'est pas possible. Mais moi, j'ai envie de faire un mea culpa, mais je ne le ferai pas. Parce que, voilà, je le fais par contrainte si j'arrive à le faire de temps en temps. Je fais de mon mieux le plus longtemps possible d'aller moi-même chercher mes enfants, mais parfois je suis contraint. De prendre un motard comme ça. Ah, mais bien sûr. Que tu peux. Mais j'espère que toi, tu ne vas pas les entasser tous, quoi.
Bon, ils sont deux, ils sont tous sur la moto. Non, deux c'est bon, deux c'est vraiment raisonnable. Deux c'est... Bon, maintenant je ne sais pas parce que lui il vient de faire battre mon cœur davantage là. Il dit que le monsieur il peut passer prendre d'autres enfants, donc parfois tu ne sais pas. Et ça c'est une possibilité. Oui, ils le font. Parce que c'est vrai, il arrive à voir deux enfants, trois enfants derrière et deux autres devant. C'est leur argent, ils cherchent à comprendre. Bon, parfois aussi il faut qu'il le fasse, sinon déposer les uns, revenir prendre les autres, ils sont déjà en retard. Mais il ne faut pas le faire au risque de... Il faut dire que tu ne peux pas, oui, je suis d'accord. Ok, je rappelle que vous pouvez nous suivre en direct sur l'application RTG officielle, sur notre page Facebook ou la chaîne YouTube Grand Angle ou encore sur www.rtgguinée.info, en différé sur TikTok et Instagram Grand Angle. Pour nous joindre, vous pouvez nous écrire à notre adresse email grandanglertgcoloma@gmail.com. Ça s'affiche au bas de votre écran. Envoyez-nous les messages au 627 53 09 99 627 53 09 99. Si vous êtes à l'étranger, vous ajoutez le code de la Guinée, le 00200 24 avant le 627 53 09 99. Voilà pour le menu de ce numéro, le dernier de la semaine. Tout de suite, notre focus et on va commencer avec les délestages. Qui de vous trois est victime? Alpha. Non, moi je ne suis pas victime et je préfère prendre la parole avant que ceux qui sont contre EDG, contre EDG, parce que vous envoyez une facture correcte et donc toi tu es défenseur de EDG? Non, je ne suis pas défenseur, moi je suis un bon citoyen qui reconnaît les efforts de... C'est pas un bon citoyen par rapport à EDG? Non, un bon citoyen par rapport à EDG, c'est quelqu'un qui paye correctement ses factures. C'est pas parce que les gens ne payent pas, au-delà de payer correctement ses factures, qui utilise rationnellement le courant. Parfois quand tu vois que ton frigo, tout est glacé dedans, tu prends la peine de Alpha, tu peux faire tout ça, on t'envoie une facture qui te donne des mots de tête. Oui, parce que beaucoup ont peur du prépayé. Aujourd'hui, tu as un compteur prépayé. Il y en a qui veulent le prépayé qui ne l'ont pas. Oui, ça aussi, je suis d'accord. C'est pourquoi nous invitons déjà à renforcer cette dynamique qui est saluée par beaucoup de citoyens quand même, qui plus ou moins arrivent aujourd'hui à maîtriser. Mais les délestages, c'est des Netanyana. Mais bon, vous savez, délestage, c'est une coupure organisée. Est-ce que réellement aujourd'hui, non, c'est-à-dire par EDG, c'est-à-dire on décide volontairement que de telle heure à telle heure, il n'y aura pas de courant dans tel quartier. Mais il peut y avoir des problèmes techniques. Au moment où ils ne communiquent pas. Non, c'est ça, parce que là, je reprends votre terme. Non, je n'imagine pas. Un délestage, dans la forme, c'est ça. C'est-à-dire quand on dit délestage, c'est qu'on dit Coloma 1 va avoir le courant de 18h à 0h, de 0h à 6h, c'est Coloma 2. C'est ça un délestage. C'est-à-dire qu'il y a quelqu'un qui vient volontairement débrancher pour laisser l'autre partie avoir le courant. Mais la cause est connue. Mais oui, parce que c'est le manque de fourniture, il n'y a pas suffisamment d'électricité, machin, tout ça. Mais ce qui arrive actuellement, on n'est plus à une période de délestage. Il y a parfois des problèmes techniques qui se posent dans certains quartiers où il y a des coupures 1 heure, 2 heures. Ça, on ne peut pas appeler ça des délestages. Le délestage, c'est quand il y a une longue coupure qui est régulière. Parfois, vous-même, vous savez que aujourd'hui, on a le courant, demain, on ne l'aura pas. Mais je ne crois pas qu'il y ait un quartier aujourd'hui dans Conakry et tous ceux qui sont pratiquement sur la ligne EDG. Donc, quand le courant, ça va pour 30 minutes et puis ça arrive. C'est juste, regardez, ce n'est pas délestage. Ça, c'est une coupure temporaire parce qu'il peut y avoir des interventions sur la ligne. Quand il y a des interventions... Quand il y a des interventions sur la ligne, il faut... Qui peut venir intervenir sur un transport? Il faut couper. Non, on ne peut pas tout le temps. Quand il y a une intervention dans un quartier où ça n'impacte que disons, une centaine de familles, je dis n'importe quoi, une cinquantaine de familles. Qui paye combien? Mais EDG ne peut pas continuer à dire, bon, demain, on va intervenir. Alpha, c'est que tu n'as pas dit. Non, d'autant plus que... C'est un passé très récent. D'autant plus que la desserte du courant était correcte. Les pannes, oui, la desserte est toujours correcte. D'autant plus que les pannes sont imprévisibles. Mais c'est que nous vivons maintenant. Parce qu'il y a une ligne qui a pris le feu, comme hier, moi, je voyais sur les réseaux sociaux dans un quartier de la Haute-Banlieue où il y avait encore du feu sur une certaine ligne. Là, si on appelle les DG, naturellement, ils vont couper et ça va impacter d'autres qui ne savent même pas qu'il y a eu un problème technique à un point précis. Et quand c'est comme ça, il faut qu'on coupe le secteur, comme ils l'appellent souvent techniquement, c'est-à-dire la zone, on enlève, on coupe le courant. Il faut l'isoler. Il faut l'isoler. Merci de me passer l'expression. Il faut isoler la zone, réparer la panne ou intervenir où il y a problème. Parfois, c'est des citoyens qui appellent, parfois, c'est EDG même qui vient intervenir. Après, quand tout rentre dans l'ordre, on remet le courant pour tout le monde. Donc, ça ne veut pas dire que vous donnez des armes à Cissé pour tirer à boulet rouge sur une entreprise nationale qui est quand même en train de faire beaucoup d'efforts pour satisfaire... C'est pour contrer. C'est pour contrer Cissé. Oui, Alpha est en train de dire, sauf que dans un passé récent, le problème de courant, ça ne s'opposait plus.
Je pense que Alpha n'a pas été à Kindia et il n'a pas suivi les informations. C'est pourquoi il est en train de parler comme ça. Maintenant, qu'est-ce qui se passe Alpha est en train de parler de ce délestage. Je pense qu'on le constate dans beaucoup de quartiers ce dernier temps. Ce qui fait que il y a des problèmes. Même à Kindia récemment, on a signalé qu'il y a eu des problèmes à cause de ces délestages à répétition. Ce qui veut dire que le souci est encore là. Parce que beaucoup pensaient avec l'installation de ces compteurs prépayés, on pouvait finir avec les problèmes. Mais malheureusement, jusqu'à présent, les problèmes persistent. Oui. Et à ce niveau, il faut que EDG arrive à communiquer. Est-ce qu'on a un problème, par exemple, de transformateurs? Parce que il y a des transformateurs qui ont une charge supérieure à leur capacité. Est-ce que également ce sont des lignes qui ne sont pas, par exemple, bien installées ou, comme il a dit, il y a des accidents au niveau de ces lignes. Donc tout ça, ce sont des éléments qu'on doit aujourd'hui non seulement informer la population, mais également continuer l'installation de ces compteurs à prépaiement. Parce que vous savez, ce que les gens n'ont pas compris avec les compteurs prépayés, je pense que c'est à l'actif de même la population. Parce que là-bas, il n'y a pas quelqu'un qui va te dire, attention, tu vas payer 100 000, tu vas payer 150 000, si tu veux, c'est pour toi. Tu peux installer, tu vas allumer tout 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. C'est le jour que ça va finir, tu vas recharger. Maintenant, si tu veux également, tu vas économiser en fonction de tes revenus. Comme ça, tu seras dans les normes. Donc, je pense que EDG doit accélérer l'installation de ces compteurs prépaiement et également jouer beaucoup plus sur la communication de proximité pour préparer les gens. C'est une période aujourd'hui de grande consommation en matière d'électricité. Parce que les gens... Quand on sait, par exemple, les fidèles musulmans, vers 4h, 5h déjà, ils se lèvent. Il y a des mamans qui se lèvent pour préparer le et même certains, difficilement, actuellement, on se couche avant 22h. Imaginez qu'elles se lèvent dans l'obscurité. Dans l'obscurité, c'est quelque chose qui est très difficile. Et certains arrivent à réchauffer les aliments avant de manger. C'est une période de grande consommation aussi pour en matière d'électricité. Et d'intenses activités. Donc, je pense que la communication doit être vraiment de mise. De mise. Idrissa Cissé, sur la même question. Est-ce qu'il y a un problème de communication ou bien il y a un déficit en termes de formation du personnel des EDG? Souvent, on l'a dit. Bon, Alpha, ça ne va pas faire plaisir à Alpha. Je sais que peut-être EDG, des agents d'EDG, en tout cas au niveau de certains quartiers, dans certaines communes, manquent de volonté. Parce qu'on ne peut pas comprendre. Moi, c'est tout ce que j'ai dénoncé sur ce plateau. Chaque fois qu'on parle d'EDG, je ne peux pas admettre que c'est EDG qui contrôle la distribution du courant au niveau des ménages et que ces services nous disent tous les ménages n'ont pas encore des compteurs prépayés. Ça ne doit pas se négocier. Si David Diombono a le compteur prépayé chez lui, Ali Moussare doit l'avoir au même moment, Momodo Alpha doit l'avoir au même moment, Idriss Seck doit l'avoir au même moment. Je ne peux pas ne pas avoir ce compteur prépayé et que je sois facturé de façon forfaitaire, que je sois facturé au forfait. Au même moment, soirée gère calmement sa consommation. C'est pas possible. C'est injuste, même. C'est injuste. C'est une injustice sociale. Après, on te il faut régler. Oui, ça, on te dira non, il y a des familles qui sont... Ces familles ne peuvent pas être hostiles. En tout cas, si vous passez par la méthode qu'il faut pour que les compteurs soient obligatoire. C'est obligation, justement, parce que le courant, en attendant, avant que ça ne vienne dans les ménages, c'est EDG qui gère. Ils peuvent couper au niveau avant que ça n'arrive dans les ménages, ils peuvent couper au niveau... c'est un faux débat. Quand ils disent que les gens sont aussi... Je pense qu'eux-mêmes, ils se retrouvent dans ça. Ça ne tient pas. Ils viennent, par exemple, ils voient Mara. On dit, monsieur Mara, on va vous mettre à l'écart de ces compteurs à prépayés. Chaque moment, si votre facture au forfait, si vous êtes facturé à 500 000, on vous met 300 000. Les 200 000, vous nous donnez. C'est un peu comme ça. Là, il se pose la question de gouvernance, la gouvernance du secteur. Le plus souvent, c'est comme ça, ça se passe. Mais après, sauf sinon, si vous arrivez à faire des arrangements comme ça. Non, ça se fait comme ça. Tu ne peux pas le nier. Non, laisse-nous parler maintenant. Il y a des zones dans les quartiers du Conakry, il y a des travailleurs de EDG qui négocient avec certains clients. Dans un passé récent, oui, mais ça a disparu. Non, pas dans un passé récent. Ça existe encore. Ça existe encore. Alpha, tu peux pas le nier.
naturellement, partout, il n'y a pas de compteurs prépayés, ça se fait comme ça. Les compteurs prépayés sont arrivés dans certains quartiers, ne sont pas arrivés dans d'autres. Sont arrivés dans certaines familles, ne sont pas arrivés dans d'autres. Parce qu'il n'y a pas suffisamment de compteurs actuellement. Non, mais ça, ce n'est pas un argument. Attendez, je suis d'accord sur le fait je suis d'accord sur le fait que tout le monde doit avoir son compteur prépayé aujourd'hui. S'il n'y en a pas suffisamment de pas l'installation. Comment vous voulez qu'on entasse 5 millions de compteurs avant de commencer les installations? Non, c'est comme ça, c'est juste un exemple. Parce que tu es en train de parler ici, c'est très grave. Il faut avoir un chronogramme pour dire de tel jour à tel jour ou tel mois à tel mois. Ce secteur-là, vous verrez. Dans tous les projets d'envergure, il y a ce qu'on appelle une phase pilote. Oui. Après, il y a la vraie phase de déroulement. On a dépassé la phase pilote. Les installations de ces compteurs. On est dans quelle phase maintenant? Moi, par exemple, on est dans quelle phase? Dans la phase d'installation à grande échelle. Maintenant, c'est arrivé chez tout le monde. Ce n'est pas arrivé chez tout le monde, mais c'est arrivé chez un bon nombre de citoyens aujourd'hui. Quand vous prenez un quartier sur une échelle de 100, au moins les 60 ou les 70... Et ceux qui les ont ne sont pas concernés par le délestage. Non, ça c'est notre débat. Moi, je voulais placer quelque chose. C'est pas notre débat, c'est le même débat. Moi, je voulais dire que là où j'ai quand même quelques grincements dedans où on peut accuser EDG, c'est que par exemple, pour installer une maison à étage, on a dit quand tu installes une maison où il y aura beaucoup de familles, donc une surconsommation, tu ne peux pas te brancher sur le transport, par exemple, du quartier. Si tu as pu payer une maison, il faut trouver la formule. À un moment donné, c'est à EDG normalement de venir installer un transformateur pour toutes les maisons, tous les bâtiments à étage. Mais si on ne le fait pas, après ça vient surcharger les quartiers et que ça crée ce que Cissé appelle délestage de façon très tordue. Je suis désolé. Ça, c'est à EDG de régler. Appelle-nous ça de façon directe. Voilà, c'est justement. C'est quoi délestage de façon directe? Non, j'ai déjà commencé par expliquer ça. Où il appartient à... Parfois, il y a des bons citoyens, encore une fois, entre guillemets, qui décident eux-mêmes de trouver le financement qu'il faut pour installer un transformateur pour le bâtiment à étage qu'ils ont construit pour que les gens aient le courant et qu'ils n'impactent pas négativement leur voisinage. D'accord. Je crois qu'on peut passer là-dessus. Je crois que le problème de... Oui, les téléspectateurs, on va les suivre très rapidement, vous trois. On sait que le problème de courant, d'électricité, il y a la production, il y a le transport, il y a la distribution, mais il y a la gouvernance du secteur. Est-ce qu'on peut aujourd'hui remettre en cause, je ne pose pas la question à Alpha parce que je connais déjà sa réponse. Non, vous ne connaissez pas. Est-ce qu'on peut parler de la qualification du personnel au niveau de EDG? Non seulement d'abord de la qualification, mais également c'est un problème profond dans le système de gouvernance. Pourquoi? Parce que quand vous mettez un chef qui n'est pas payé, c'est que vous êtes en train de parrainer la corruption. C'est-à-dire? Les chefs des zones ou les agents des zones qui sont là, ce sont des personnes volontaires qui ne sont pas payées. Je n'ai pas dit pas tous, mais il y a beaucoup. Il a dit certains, oui. Il y a beaucoup, il y a certains qui ne sont pas payés et qui arrivent jusqu'à être des chefs de zone. Quand vous dites Ce qui veut dire quoi? Vous êtes là, vous travaillez, vous connaissez que l'argent peut sortir. Si vous n'êtes pas payé, vous démissionnez. Non, écoutez, non, David, vous savez... Il ne faut pas faire autogol ici. Ce que vous êtes en train de faire, non, moi je ferai autogol. Il y a des stagiaires à la MTG qui sont restés longtemps stagiaires qui n'étaient pas payés. C'est pourquoi je ferai autogol. Ils n'ont pas faire autogol. Ils n'ont pas démissionné parce qu'ils sont en train de gagner. Oui. Que ce soit de façon légale ou bien illégale. Oui. Et aujourd'hui, ces gens-là ont la possibilité, comme a dit Cissé, de venir peut-être sensibiliser ou je ne sais même pas le qualificatif que je vais mettre. Attention, on va trouver un terrain d'entente avec un client. On va vous brancher ici. À la fin du mois, moi je viens. Oui, vous avez l'habitude de payer 500 000. Avec moi, vous allez payer 300 000. Et parmi dans les 300 000, c'est 100 000 francs qu'on va déposer à la caisse. 200 000 que tu as. Tu vas voir, il y a des agents qui gagnent de l'argent à la fin du mois, plus que certains qui sont payés. Donc, pourquoi ils vont démissionner? Donc le problème des compteurs prépayés, c'est pas comme Alpha est en train de dire qu'il y en a pas. Ce n'est pas pour demain. Ce n'est pas pour demain parce que ces compteurs rencontrent même des difficultés internes. Dans leur installation, parce que les chefs de zone savent qu'une fois qu'on finit d'installer ces compteurs prépayés, il n'y a plus de factures à distribuer, donc c'est fini. C'est fini. Idriss a la même question. Est-ce qu'il y a un problème de qualification au niveau du... Est-ce qu'il faut former le personnel? Plus qu'un problème. La communication est déjà déficitaire, la D7 même, c'est pas tout à fait ça. Non, en fait, le problème va au-delà
d'un problème d'une question de formation et tout. Au fait, on doit penser à une refondation au niveau de EDG. Ouais. C'est vrai, quand on gère un secteur comme l'électricité, on ne doit pas se permettre de faire certaines choses. Ça ne va pas avec une certaine légèreté. On ne doit pas, par exemple, mettre des agents sur le terrain qui vont parler argent, qui vont facturer des gens, alors qu'eux-mêmes, au fond, ils ne sont pas payés ou ils ont un salaire qui ne les permet pas de vivre dignement de leur boulot. Je me dis, c'est des facteurs, c'est des choses qu'on doit corriger. Parce que si quelqu'un vient te réclamer une facture de 3 millions, 4 millions à plusieurs personnes, alors que lui-même, à la fin du mois, il n'a pas 2 millions, forcément, il va plonger dans la corruption. Oui. Donc, c'est des facteurs. C'est des choses, la gouvernance du secteur. Oui. Il faut gérer la gouvernance. Est-ce qu'il y a la réaction des téléspectateurs? Moi, je voulais juste dire, entre corrupteurs, très peu de mots. Très peu de mots, une seule phrase. Entre corrupteurs et corrompus, allez trouver le coupable. Le coupable, c'est... Bon, allez trouver le coupable. C'est le corrompu. Bon, ça, c'est vous qui le dites. Comme on est... Peut-être que tu as ta réponse aussi. Non. Parce que je sais ce que tu veux dire. Voilà. Et c'est pourquoi moi aussi, j'ai choisi l'autre bout. Merci. Merci beaucoup. Oui, on suit la réaction des téléspectateurs. Ils sont nombreux à réagir. On a Lansana Mabinti Kamara. Effectivement, certains quartiers sont hostiles à l'installation de ces compteurs à prépaiement. Ce refus de la population. Les agents de jaune de EDG sont responsables car ils gèrent des installations clandestines plus que ce qu'ils gagnent, l'argent est élevé. Bonsoir Kantangle, c'est Savané Sanoussi depuis Tombolia. Le compteur prépayé, il n'a pas terminé encore. Bonsoir, EDG est devenu pratiquement une habitude chez les agents de EDG. La coupure, vraiment, chose qui cause énormément de dégâts dans nos différents ménages. Le ministère en charge doit vraiment veiller sur ce secteur. Bonsoir, s'agissant des compteurs prépayés, il faut dire que EDG est en phase d'expérimentation par rapport. Il y a encore des localités qui ne sont pas encore. Il a parfaitement raison. Et il y a des attentes. C'est IB3 depuis Kobaya qui nous a envoyé ce message. Nous allons terminer juste avec ce message. Bonsoir, Monsieur Yombuno. Concernant, je vous salue tous maintenant, ce qui concerne l'installation des compteurs prépayés, c'est vraiment une bonne chose parce que parfois on a tendance à on a vu ça ici avec les DG parce qu'on n'a pas consommé, c'est vraiment catastrophique. Mais depuis qu'on a lancé... Avec les compteurs prépayés, tu payes ce que tu consommes. Merci à vous. Il y a beaucoup de messages. Il y a beaucoup de messages. Quand on parle de courant, ça intéresse beaucoup les gens. Mais vous avez vu, les réactions sont quasi positives et personne n'est d'accord avec Cissé sur ce plan. Non. Personne n'a parlé de moi là-bas. Personne n'a parlé de Cissé. Mais les réactions, ils sont pas... Voilà ce qu'on pouvait dire donc par rapport à cette question d'installation des compteurs prépayés ou encore, c'est pas mal de délestage ou de coupures comme Alpha les appelle. On pourrait revenir sur le sujet. Coupure temporaire. Voilà. On pourrait revenir sur le sujet les prochaines fois. Et on va aussi évoquer dans les prochains numéros de Grand Angle ce transport matinal des enfants sur les motos ou encore la circulation des taxis-motos dans la capitale Conakry. Mais ce qui va nous intéresser dans les minutes qui vont suivre, c'est bien le protocole d'accord signé entre le gouvernement et le secteur privé. Protocole relatif à l'aménagement ou à l'amélioration du panier de la ménagère. Nous sommes au 3e jour du jeûne chrétien et musulman. Quelle est la réalité sur le terrain? Qu'est-ce qui se passe concrètement? Est-ce que le protocole d'accord est respecté? Pour répondre à ces questions, Grand Angle a invité M. Mohamed Traoré, il est directeur national du commerce intérieur et de la concurrence. Il sera sur ce plateau juste après la pause de quelques minutes simplement. Face à l'invité,
La vérité sans détour. Nos chroniqueurs poussent les portes de l'actualité et interrogent un acteur clé de la vie nationale. Sans tabou ni langue de bois, il répond à toutes les questions, offrant ainsi un éclairage unique sur les grandes préoccupations du moment. Grand Angle, votre tribune de libre expression, vous permet de mieux comprendre les enjeux de société, les défis politiques et les mutations économiques qui façonnent notre pays. Dans le strict respect des lois de la République et de la déontologie journalistique, De retour donc sur ce plateau pour parler, je le disais à l'instant, de ce protocole d'accord signé entre le gouvernement et le secteur privé. L'objectif est d'améliorer le panier de la ménagère et de soulager les fidèles croyants guinéens, chrétiens et musulmans qui observent le jeûne 40 jours pour les chrétiens et 30 jours ou 29 pour les fidèles musulmans. Nous sommes au 3e jour. Quelle est la réalité sur le terrain? Nous recevons donc M. Mohamed Traoré, il est le directeur national du commerce intérieur et de la concurrence. Monsieur Traoré, bonsoir et bienvenue sur le plateau de Grand Angle. Bonsoir, oui. Je suis très heureux d'être avec vous dans cette émission Grand Angle. J'espère qu'on va balayer tous les angles. Sauf le grand angle. Les petits angles, on va les balayer, on va les balayer. Le grand angle va rester intact. Je le disais, M. Traoré, nous sommes au 3e jour. Les informations que vous êtes le directeur national du commerce intérieur, les informations que vous recevez et de Conakry, des communes, l'intérieur du pays, ça fait état de quoi par rapport à la mise en œuvre de ce protocole d'accord? D'accord. Merci. Déjà, je souhaite un très bon ramadan aux fidèles musulmans et un bon carême aux fidèles chrétiens. Merci. Et je rappelle qu'il y a de cela quelques semaines, le chef de l'État, M. Mamadi Doumbouya, a invité au palais présidentiel un grand groupe d'opérateurs économiques, donc le secteur privé. Alors, il a passé un message qui était clair, c'est celui d'inviter les acteurs économiques à participer à la stabilisation du marché intérieur. Donc, qui parle de marché intérieur parle de prix. Et justement, nous étions dans une démarche de concertation avec la Chambre nationale du commerce, d'industrie et d'artisanat, et aussi avec la Direction générale des douanes, pour discuter de commun accord pour arriver à fixer des prix qu'on va appeler des prix plafonds pour des denrées de très grande consommation. Ceci pour un seul objectif, protéger le pouvoir d'achat des ménages, surtout à revenus très faibles. Alors, ce protocole d'accord ne prend pas tous les articles vendus en République de Guinée, puisque la loi qui régule le marché est une loi de libre concurrence et donc de liberté de fixation de prix. Mais dès lors que des produits sont classés dans la catégorie de grande consommation, il revient à l'État, à travers notre département, de pouvoir réfléchir pour encadrer de façon concertée, je dis bien, ces denrées pour effectivement soulager le panier de la ménagère. Alors, M. Traoré, une question simple, en tout cas pour ma compréhension. Vous avez signé ce protocole d'accord avec des opérateurs économiques, mais après, le consommateur, parce qu'au final, c'est pour faciliter la tâche au consommateur, ce consommateur, par exemple, qui veut un sac de riz, comment il se rend compte que dans la boutique de Alimou Soirée, je dois trouver ce sac de riz au prix que peut-être l'État a fixé? C'est quoi? Quelle a été la démarche? Alors, démarche simple. Vous savez déjà que le gouvernement dans son entièreté est à l'écoute de la population. Et donc les cris de cœur, nous les ressentons. Ma ministre Fatima Camara, aujourd'hui, est pleinement engagée à soulager effectivement les cris de la population dans le marché. Alors, l'une des démarches, nous avons dit, lorsqu'on va fixer des prix plafonds, ce ne sont pas des prix indiqués pour être observés à la vente, mais ce sont des prix qui limitent les excès d'augmentation fantaisiste auxquelles nous avons souvent l'habitude d'assister. Donc aujourd'hui, par une vaste campagne de communication, et même cette activité aujourd'hui contribuera effectivement à soulager davantage en termes de vulgarisation, la population pourrait savoir que désormais, jusqu'au 30 juin 2026, le sac de riz étuvé de 5% brisure, qu'on appelle barabara, mais importé, ne peut pas être vendu à plus de 280 000. Ce prix plafond a été discuté de façon responsable, en tenant compte de l'ensemble des charges supportées par les opérateurs économiques. Des charges parfois que nous-mêmes, en tant que direction nationale, ont rappelées. Donc, c'est voir la démarche, effectivement, responsable à la matière. Nous nous sommes mis d'accord sur les marges maximales
liées à leur profit qu'on peut accorder pour pouvoir fixer ce prix. Donc la communication est de permettre à chaque citoyen de savoir à quelle hauteur il ne peut pas être abusé dans son processus d'achat. Donc, si je comprends bien, M. Traoré, il n'y a pas un prix standard pour le sac de riz, mais il y a un prix plafond pour dire que l'opérateur économique ne doit pas aller au-delà de ça. Donc, que je trouve le sac de riz à 175 000, c'est normal. Tout à fait. Okay. Alors, vous avez vu, c'est la notion de prix plafond. Okay. Comme je le dis, nous ne pouvons pas fixer un prix standard pour toutes les denrées. D'accord. Mais nous avons trouvé une médiane. En prenant en compte effectivement l'ensemble des charges, en vérifiant les structures de charges et en augmentant cela d'une marge maximale. Par exemple, de 15 000 francs pour les détaillants. D'accord? Après entente. Et aujourd'hui, ce prix plafond va sur la chaîne. Parce qu'il y a un prix plafond pour l'importateur, il y a un prix plafond pour le grossiste, pour qu'au final, il y ait un prix plafond pour le détaillant. D'accord. Donc, l'importateur doit vendre dans la limite maximale. Le grossiste doit vendre dans la limite maximale pour que le détaillant puisse respecter cela. Oui. Donc, notre objectif, c'est juste d'encadrer les prix. Ce n'est pas de fixer les prix pour tuer la concurrence, parce qu'on permet aux gens de se concurrencer, mais dans la limite des prix plafonds. D'accord. Oui, Ali, vous allez attendre. Oui, moi, ce que je voudrais savoir, c'est que, oui, ça a été décidé. On vous voit très actif, vous communiquez beaucoup, mais sur le terrain, quel est le système de contrôle pour s'assurer de l'effectivité de ce qui est dit au niveau des plateaux, à Kaloum, un peu partout? D'accord. La Direction nationale du commerce intérieur a à sa disposition un outil très puissant aujourd'hui qu'on appelle le SIMPRI. C'est le système d'information et de management des prix. Il est 100% digital. Alors, il nous permet chaque semaine d'avoir la remontée des prix observés sur l'ensemble des marchés représentatifs. Donc souvent pour des préfectures, il y a 2 ou 3 marchés qui sont représentatifs. À Conakry, la plupart des marchés sont pris en compte. Ces remontées nous permettent tout de suite, en intégrant ces données à notre base, d'avoir des signaux au rouge, au vert, au jaune, pour voir qu'il y a des excès de prix ici, il y a des prix stabilisés par là, il y a même des baisses de prix à ces niveaux. Ça, c'est un facteur. Deuxième facteur, on a le 142. C'est un numéro vert, 142, il est gratuit pour l'appelant. Tout citoyen, face à un commerçant qui voudrait l'imposer un prix hors les prix plafonds, peut nous appeler. D'accord. Le 142. D'accord. 142, exactement. En signalant le lieu de commerce, en donnant toutes les informations utiles. Pour que derrière, l'équipe que nous avons, des agents assermentés, je dis bien assermentés puisqu'ils sont assermentés, arriveront en tout professionnalisme, inspectés. Parfois par des personnes qui viendront camoufler, d'accord, qui viennent effectivement faire des achats. On simule des achats pour vérifier. Dès lors que les faits sont constatés, ces contrevenants sont interpellés. Nous arrivons à fermer leur lieu de commerce, à les inviter pour justement leur questionner. Pourquoi ils vendent à ce prix. Parce qu'il faut aller à la chaîne des raisons. Certains vont brandir des factures, des grossistes, qui leur permet, en ajoutant leur marge de 15 000, de sortir de ça. Donc, nous revenons jusqu'à ce grossiste qui est identifié. Si au niveau du grossiste, on se rend compte que la raison, c'est sur l'importateur, on redescend jusqu'à la source. C'est comme ça qu'on arrive effectivement à contrôler et à sensibiliser. Alors, M. Traoré, théoriquement, tout est bien dit. Alors, théoriquement, tout est bien dit. Depuis que le ramadan a commencé, certainement avec votre mécanisme, est-ce que vous avez eu des situations à gérer? Ah bien sûr, nous avons eu des situations à gérer. Donc, le 142 a sonné? Plusieurs fois. Nous recevons des centaines d'appels, pas par jour, par heure. Des centaines d'appels. Oui, je vous le dis. Mais vous comprendrez avec moi que dans toute opération de réforme, il y a cette plage horaire qu'il faut donner à la sensibilisation. Cette première semaine, nous sommes activement dans la sensibilisation. Parce que ce protocole n'est pas contre un commerçant. Je le dis, je suis dans l'esprit de la ministre, parce qu'elle le dit souvent, que nous préférons un marché approvisionné à un marché qui est cher. Mieux vaut éviter la rupture. Et aujourd'hui, l'État n'est pas le commerçant. L'État a libéré effectivement ça au secteur privé. Donc, ce protocole n'est pas contre un commerçant. Non seulement il protège le consommateur, mais aussi il protège la marge bénéficiaire du commerçant pour qu'il continue son activité d'approvisionnement. D'accord. Oui, Ali Moussari. Alors, les contrevenants, quelle est la décision ou les dispositions qui sont prises? D'accord. Nous avons une loi qui est en phase d'être révisée puisqu'elle a été
Elle a été édictée depuis 1994. C'est la L040. Cette loi, effectivement, donne pas mal de sanctions. Il y a des sanctions qui vont de la simple convocation, de la simple fermeture, jusqu'à l'application des pénalités en fonction de la gravité, effectivement, de l'acte commis. Il y a la non-détention des factures aujourd'hui est une infraction commerciale. Et aujourd'hui, par la sensibilisation, nous arrivons à montrer aux commerçants qu'il y a lieu d'avoir des factures qui justifient les différentes transactions. Ne serait-ce que par la facture aujourd'hui, on peut justifier une hausse de prix. Voilà, donc tout ça, c'est là. Donc les sanctions vont de la fermeture du lieu de commerce pour quelques jours, afin de moraliser effectivement l'acteur, jusqu'à l'amende pour que effectivement des sanctions pécuniaires suivent. Et je vais informer là que les réformes que nous allons engager vont rendre ces sanctions plus drastiques. Parce que quand les sanctions ne ressemblent à rien, ça ne contraint personne. Non. Il va falloir faire en sorte que le capital d'un opérateur soit en jeu quand il est en infraction. À partir de ce moment, on pourra réfléchir à deux reprises. D'accord. Est-ce que ce protocole d'accord a tenu compte, par exemple, des marchandises déjà en Guinée ou bien à destination à Koundara, à Beila ou à Zérékoré? C'est-à-dire l'opérateur économique qui avait déjà transporté tout, sans tenir compte de ce protocole d'accord, sans tenir compte de ce prix plafond. Lui, avec tout ce qu'il a vécu, il pourrait se retrouver, il a déjà par exemple, constitué son stock. Exactement, à 282 000 francs guinéens. Je prends juste 2 000 francs de différence là-dessus. Est-ce que vous avez tenu compte de ces facteurs-là pour cet opérateur économique? Merci. Vous me replongez déjà dans nos concertations, parce que autour de la table, je dis bien, tous les facteurs sont pris en compte. D'accord. Il y a déjà un inventaire national des stocks qui est fait. Il y a également plusieurs autres considérations, les nouvelles commandes qui arrivent. D'accord, on prend tout ça en compte. C'est pourquoi les prix fixés comme prix plafond sont pour la plupart légèrement au-dessus des prix pratiqués aujourd'hui. Ça, vous allez voir par exemple pour le riz. Quand vous allez dans les marchés, vous avez aujourd'hui votre sac de riz à moins de 280 000. Vous l'avez autour de 265 000, 60 000. La marge de 10 000, c'est effectivement prendre en compte tous ces facteurs que vous venez évoquer. Toutefois, le protocole que nous venons de signer est un protocole révisé, puisque un ancien était en cours qui a expiré le 31 décembre. Donc ce protocole n'est pas trop écarté des prix qui étaient d'alors appliqués. C'est également une façon sur l'ancienne. D'accord. Donc il vient améliorer à certains niveaux, tel que le riz blanc qui était plafonné à 270 000, qui vient aujourd'hui à 260 000. L'oignon qui était plafonné à 290 000, je parle du sac, qui vient aujourd'hui à 270 000. Et figurez-vous, le poulet a vu effectivement son prix majoré de 15 000, parce qu'aujourd'hui les conditions d'accostage, vous connaissez déjà les problèmes de congestion au port, la marchandise qui se fait un peu plus rare à l'international, les conditions de conservation des produits congelés ou surgelés font en sorte qu'aujourd'hui on a été contraint d'accorder une légère augmentation de 15 000 sur l'ancien protocole. Donc c'est pour dire que notre tendance n'est toujours pas à la baisse. Nous voulons simplement nous rassurer que le prix qui sera proposé aux consommateurs guinéens soit le plus juste que possible. Qu'il vienne à la baisse ou à la hausse, mais qu'il soit le plus juste. Qu'il soit accessible. Monsieur Traoré, avant qu'on donne la parole aux téléspectateurs, juste une petite question, Monsieur Traoré. Avant le Ramadan, l'oignon avait presque disparu. À quelques jours du Ramadan, on a vu que le marché avait l'oignon et puis le prix était presque revenu. C'était une magie ou quoi? Pas de magie, c'était une conséquence de la congestion du port. Vous savez que... Le bateau était déjà au large de Conakry. Tout à fait, tout à fait. Donc l'oignon, c'est vrai qu'il y a une récurrence abondante, il y a une grande fréquence dans l'importation de l'oignon. Parce que les conditions de détention, de conservation sont un peu pénibles. Donc on ne peut pas les conserver sur une longue période. C'est pourquoi c'est régulier. Mais récemment, vous avez compris que le chef de l'État, en écoutant effectivement sa population, a récemment pris un décret pour autoriser la circulation H24 des camions sortant du port. Cela a contribué effectivement à ravitailler rapidement les marchés, mais aussi à supprimer jusqu'au 31 mars les surestaries. D'accord, chose qui vient effectivement soulager les opérateurs économiques face à cette contrainte financière qu'ils devraient souvent subir. Donc l'oignon est un cas spécifique. Son importation est souvent très très régulière en fait. C'est pourquoi il y a des moments où on peut connaître des ruptures par-ci et par-là. Mais qu'on le dise, c'est clair. Il va falloir que des produits tels que l'oignon
et autres, tout ce qui est légumes, il faut qu'on arrive à s'en sortir sans l'importation. Le ministère de l'Agriculture. Quand vous avez commencé à énumérer, là, vous avez parlé déjà du riz, d'oignon. Quels sont les autres produits qui sont concernés par ces prix plafonds? Nous avons l'huile végétale, qui est plafonnée aujourd'hui 20 litres. Qu'on appelle l'huile d'arachide. Exactement, 20 litres à 305 000. Nous avons la farine, le sac de 50 kg, qui est plafonné à 360 000. Nous avons le sucre de 50 kg, qui est plafonné à 350 000. Oui. Donc, on peut l'acheter moins, mais pas plus. Oui, pas plus. C'est ce que ça veut dire. Donc, pour les téléspectateurs, voilà. Non, c'est important de le préciser. Oui. Notre démarche, parce que beaucoup demandent pourquoi vous ne fixez pas un prix unitaire. En fixant un prix unitaire, ça peut ne même pas être à l'avantage du consommateur. Nous encourageons la concurrence, d'accord, mais nous protégeons le consommateur sur une limite maximale. Elle n'est pas franchie. Oui. C'est ça que nous faisons. Oui, Ali, on peut aller maintenant avec les... Monsieur depuis Kobaya lui dit pourquoi cette décision doit être circonstancielle alors qu'elle peut être pérenne, ce qui veut dire que c'est possible de contrôler les prix sur le marché. Des solutions conjoncturelles, vous prenez souvent, on a l'impression. Notre mission, l'une de nos missions régaliennes, c'est de veiller sur l'approvisionnement correct et régulier du marché en denrées de grande consommation, mais aussi veiller effectivement à la justesse des prix. Comme je vous ai dit, le principe fondamental, c'est la liberté de prix. Donc, le marché se régule par l'offre et la demande. Mais face à des situations constatées, et pour un État soucieux de sa population, il arrive d'encadrer les prix. C'est ce qui fait que nous faisons des ententes. Donc, une entente ne peut pas être in fine. Une entente, c'est dans une période. Parce qu'il y a des facteurs et des conditions qui, effectivement, sont prises en compte pour fixer un prix. Et à des moments, il faut se retrouver pour évaluer. D'accord? Si les conditions restent inchangées, le protocole peut être tacitement reconduit. Mais quand ça change, en baisse ou en hausse, il faut l'ajuster pour effectivement contribuer à approvisionner le marché et à protéger les intérêts et des opérateurs, mais aussi de la population. Si je vous ai bien entendu, vous avez parlé de juin 2026, les prix vont rester comme ça. Et bien vous savez que sur le marché mondial, les prix, des fois, chaque nuit, je suis des fois sur un média international, le prix de l'or, du baril du pétrole. Mais ne vous inquiétez pas, l'or n'a rien à voir avec le marché. Parce que l'or ne fait que monter. Si par exemple, le dollar ou l'euro, les devises en général venaient de changer par rapport au pouvoir d'achat du franc guinéen, l'opérateur économique qui, en mars par exemple ou en avril, va acheter sa marchandise, par exemple, c'est pas moi, à Hong Kong ou bien aux États-Unis, en Europe là-bas, et que ça augmente légèrement, quelle sera l'incidence par rapport à ce protocole d'accord? D'accord. Naturellement, il y a des incidences parce que les prix sont influencés par trois facteurs fondamentaux. C'est le coût du produit à l'achat à l'international. Oui. C'est aussi la fluctuation de la devise dans laquelle effectivement les transactions ont lieu. C'est également, si vous voulez, les autres conditions, les taxes douanières. Qu'est-ce que l'État arrive à faire? Je vous le dis tout de suite. Par l'engagement de l'État pour soulager sa population, l'État renonce aujourd'hui à travers la douane à plus de 650 milliards de francs guinéens par an. Ne serait-ce que sur le sucre et le riz. D'accord. En quoi faisant? Peu importe le coût d'accès à la tonne métrique de riz pour l'opérateur, une fois au cordon douanier en Guinée, la valeur est évaluée à $100. Ça veut dire que vous pouvez acheter vos tonnes de riz, 20 sacs de riz à $500, à $600, parce que généralement ça tourne autour de ça. Mais une fois au cordon douanier, cette tonne métrique est évaluée à $100. Et ce n'est que sur ces $100 que s'applique le taux pour la taxe qui est de 12,75%. Donc c'est une façon pour l'État d'alléger les charges pour l'opérateur. Et nous derrière, ministère du Commerce et spécifiquement la direction, il faut qu'on s'assure que cette exonération est reprise pour être constatée sur le prix de vente sur le marché. C'est ce qui nous envoie effectivement à faire ces accords pour réguler les prix sur ces denrées. Voilà, exactement. Oui. Alpha. Oui. Moi, je voulais savoir quelle est la nature de vos relations avec la Chambre de commerce. Vous êtes État, mais il y a le secteur privé. Est-ce que vous les sentez suffisamment impliqués dans ce que vous avez entrepris? D'accord. L'une des premières décisions du président, si je me rappelle, à sa prise de pouvoir, c'était effectivement la mise en place de cette chambre. Ouais. Qui avait fait 17 ans, on avait fait 17 ans sans chambre de commerce. Exactement. C'est pour dire quelle place, effectivement, la gouvernance accorde au secteur privé. Et c'est bien noté, parce qu'aujourd'hui, la Chambre de commerce est un organe consultatif du ministère du Commerce. Alors, vous savez déjà que le commerce en Guinée, aujourd'hui, représente, si vous voulez,
où occupent près de 75% de la population active. Ouais. Donc ce n'est Même pas si c'est négligeable. un commerçant par défaut. Par défaut, voilà, d'accord. Donc notre relation avec la Chambre est une relation de collaboration. Oui. Et elle est franche. Aujourd'hui, à travers la Chambre, nous arrivons à passer les messages. À travers la Chambre, nous arrivons à avoir un partenaire suffisamment crédible avec lequel nous négocions pour que cela puisse être appliqué. Dans ce protocole qui a été signé, la Chambre a un engagement formel. L'engagement, c'est de sensibiliser l'ensemble des opérateurs économiques, importateurs, grossistes et détaillants sur l'ensemble du territoire national. Puisque la Chambre, elle est bien organisée, elle a des antennes préfectorales et régionales. Donc ceci démontre à suffisance que c'est un partenaire bien implanté. justement implanté avec lequel nous travaillons. Voilà. Alors, M. Traoré, au-delà de tout, c'est vrai, vous protégez ces consommateurs, mais après, ces importateurs, ces commerçants, ces grossistes, ces détaillants, normalement, doivent être, vous devez plus ou moins penser à eux. Est-ce que vous avez en place des mécanismes aussi qui permettent à ces commerçants, parce que souvent, ils le disent, hein, ils sont harcelés par certains de vos agents, par certains agents qui viennent demander des taxes qui ne finissent pas. Bien. Le numéro 142 n'est pas que pour la population contre les commerçants, c'est aussi pour les commerçants contre même tous les agents qui les contrôlent. Effectivement. Nous voulons, à travers ce numéro, recevoir tout type de dénonciation qui est liée à l'activité commerciale en Guinée. Et soyez rassurés que je suis le premier à suivre de près toutes les remontées d'informations de ce centre d'appel. Et nous prenons des dispositions idoines. Parce qu'on est à une phase où quand il faut réformer, il faut le faire bien et justement. Oui, d'accord. Parce que quand on ne le fait pas bien, on sera dans l'éternel recommencement. Exactement. Deux questions rapidement. C'est Kourouma Mamadi qui nous suit également. Lui, il demande pourquoi l'État ne fixe pas les prix comme dans d'autres pays. Il a pris l'exemple la Côte d'Ivoire. Également, une autre question. Pourquoi vous n'avez pas pensé au prix des alvéoles des œufs, car à bouquet, ça coûte très cher. D'accord. Alors, la question toujours standardiser les prix. Est-ce qu'il faut avoir un prix homologué de Conakry à Yomou? Difficile. Je pense que dans la plupart des États, ce n'est pas le cas si ce n'est pas une subvention. Les gens pensent souvent au carburant. Pourquoi le carburant, le litre est à 12 000 un peu partout, il ne l'est pas comme ça? Parce qu'il n'est pas régulé de la même façon que les denrées. Je rappelle toujours qu'il revient à chaque commerçant en République de Guinée, selon la loi en vigueur, selon ses charges, de fixer son prix de vente. Parce que les boutiques ne coûtent pas le même prix. C'est ça. Quitte à la concurrence de tirer vers le bas. Donc nous, on protège des denrées de grande consommation. Donc aujourd'hui, nous ne sommes pas arrivés parce qu'on n'a pas ces subventions conséquentes pour pouvoir harmoniser le prix. Mais ce qu'on essaye de faire, c'est de faire en sorte que les prix soient justes. Aujourd'hui, vous avez un prix plafond pour Conakry. Vous avez des prix plafonds pour l'ensemble des préfectures de la République de Guinée. Et pour chaque préfecture, des prix ont été majorés, des prix de Conakry ont été majorés de la valeur ou de la proportion du transport qui a été déjà établi par le ministère des Transports, puisqu'il y a un arrêté qui fixe les transports par tonne métrique de marchandises. Nous prenons ça en compte, répertorié par sac ou par tonne, pour pouvoir ajuster les prix au niveau de l'intérieur du pays. Voilà, donc nous nous rassurons au moins que les prix soient justes un peu partout sur le territoire national. Sur les œufs. Les œufs. Alors, il parlait des œufs. Je dis, on ne peut pas embarquer tous les produits à la fois. Il va falloir déjà qu'on classe les œufs parmi les denrées de grande consommation. Et je pense qu'aujourd'hui, les œufs sont très consommés. Peut-être que nous allons nous y intéresser pour la prochaine, effectivement, opération de signature du protocole. Mais en attendant, les œufs, il va falloir se concentrer à développer ce qu'on appelle la production en République de Guinée. L'importation des œufs devient très pénible, c'est compliqué. La plupart des produits que nous régulons, c'est des produits importés. Voilà, aujourd'hui, je crois même la situation elle est mondiale. Je suis un peu... pour les œufs, pour les œufs. La crise, on dirait, elle est mondiale. Tout à fait. Donc, à chaque gouvernance, de développer des politiques nécessaires et sérieuses pour développer quand même la production à l'intérieur du pays. Et je le dis, c'est la réponse à long terme, structurelle, à toute cette question de régulation du marché. Que nous arrivons à inverser la tendance sur notre marché, que la production puisse servir suffisamment la population afin que les prix deviennent à la portée de tous les ménages. Alors, si vous permettez, M. Yombouno, on va prendre Savané Sanoussi. Lui, il demande pourquoi les produits locaux sont plus chers que les produits importés. C'est l'éternelle question. Souvent, les commerçants accusent ça aussi. Oui, c'est vrai. Vous savez, le prix
de vente est fonction du coût de revient. Pour la plupart de nos producteurs, ils ne sont pas encore en phase avec la machinerie, ils ne sont pas encore en phase avec la technologie, des choses qui viennent amoindrir les coûts. Et je sais qu'il y a des programmes qui sont engagés aujourd'hui, ne serait-ce qu'avec le programme Simandou, dont le pilier 1 se base sur l'agriculture, l'agro-industrie, le commerce. Nous arriverons au bout de 5 ans, 10 ans, je sais, et je suis convaincu qu'avec la détermination du gouvernement, tel que nous le voyons, nous pouvons inverser cette tendance. Il va falloir maîtriser les coûts. L'énergie, vous en parlez tout à l'heure, fait partie. Et plusieurs autres charges. Dès lors qu'on maîtrise les coûts... Les engrais, les intrants, tout exactement. ça. Voilà. À ce moment, les productions locales pourraient battre tout à fait les importations. Je pense qu'il n'y a pas d'idéal dans l'importation. Il y a beaucoup plus de valeur ajoutée au niveau de la production locale. Mais il va falloir qu'on maîtrise les process, qu'on puisse atténuer les charges des producteurs locaux pour qu'ils puissent concurrencer aussi les produits importés. D'accord. M. Traoré, si on l'a fait pendant le ramadan et que ça réussit, ça veut dire qu'on peut le faire toute l'année durant, non? Oui, pas que pendant le ramadan. Peut-être c'est pendant ce ramadan parce que pendant le ramadan, les gens sont beaucoup plus focalisés sur les réalités du marché. Il y avait un protocole qui était en cours déjà, qui a expiré, qui a encadré les prix. Ce que je veux dire, si ça marche au moment où la demande est très élevée, après cette période de demande, forte demande, si on applique la même chose, ça peut se... Naturellement. Le protocole, il va au-delà du ramadan, il va jusqu'au 30 juin. Et au 30 juin, autour du 30 juin... On va attendre jusqu'au 31 décembre. Non, on continuera. Mais on arrivera au 30 juin pour évaluer les conditions qui nous ont conduit à ces prix. Si ces conditions sont restées inchangées, le protocole le même, on va le reconduire. S'ils ont été changés, on revient à la table de négociation pour discuter, pour fixer de nouveaux prix plafonds qui peuvent, je le dis bien, ramener certains produits à la baisse, renvoyer d'autres à la hausse, selon les réalités du moment. L'essentiel pour nous, le prix appliqué doit être le prix le plus juste que possible. Éviter la rupture de stock, mais protéger le pouvoir d'achat des ménages. D'accord. Ok, il y a Ansou Condé qui nous suit depuis Mozambique, précisément, c'est le plus 258. Ansou, voilà, Condé. Alors, de l'autre côté, il pose la question de savoir, pour une question de transparence, est-ce que le ministère ne peut pas exiger aux commerçants de présenter aux consommateurs les prix dans une boutique, par exemple? Bien. L'affichage. C'est l'affichage. Les étiquettes, par exemple. L'affichage de prix est une obligation commerciale. Son inobservation est une infraction commerciale. Monsieur Traoré, si vous êtes en train de dire, là, les téléspectateurs sont en train de dire, mais ça n'existe pas. Non, je le dis, c'est le principe. L'affichage des prix voudrait que ça soit obligatoire. Nous le constatons aujourd'hui dans les supérets, dans les pharmacies, vous voyez. Donc, vous savez, il y a une éducation commerciale qu'on a commencée. Quand nous sommes arrivés, on a compris que il y a des pratiques qui ne s'observaient pas parce que les gens, de façon exprès, ne voulaient pas le faire, mais parce qu'ils n'avaient pas l'information, ils n'étaient pas informés. La détention de factures, je le disais tantôt, c'est maintenant les commerçants commencent à comprendre qu'il faut des factures. Vous comprenez? Donc, l'affichage des prix est une étape et nous arrivons bien à ça. Nous sommes en train de réformer, si vous voulez, d'actualiser les textes qui encadrent le commerce intérieur. Et ce sont des aspects qui vont ressortir et qui seront à la lumière. Et de grandes sensibilisations vont être faites. Parce que par l'affichage des prix, on arrête toutes sortes de spéculations. D'accord? Il faut effectivement commencer quelque part et pour pouvoir continuer. Je le rappelle que l'affichage est d'abord une obligation commerciale, mais elle n'est pas ancrée dans notre culture. À partir de ce moment, et que nous voulons remettre ça dans l'ordre du jour, il va falloir commencer par une sensibilisation jusqu'à ce que nous puissions durcir le ton à ce niveau. D'accord? Donc on va y arriver. Et quand vous dites c'est pour bientôt Bientôt, nous avons à court terme, parce que Madame la ministre Fatima Camara porte un ambitieux projet de transformation du commerce en République de Guinée, qui est le Prometcom. Nous envisageons dans les 6 prochains mois de l'année que nous arrivons à toiletter tous nos textes pour effectivement donner un arsenal juridique à la Direction nationale du commerce intérieur afin de protéger l'activité commerciale dans l'intérêt des commerçants, puisque ce n'est pas contre les commerçants, mais aussi dans la protection du consommateur. Ça se dit. Oui, ça va se dire. Ça va se dire. Ok, si vous n'avez plus de questions, Alpha. Non, comme ils veulent que ça se dise. Si tu as une dernière question, peut-être ça va se dire. Ok. Dans un instant, la rubrique ça se dit. Focus sur l'actualité.
Les chroniqueurs du Grand Angle décryptent et analysent les dernières nouvelles nationales et internationales, de la politique à l'économie en... Ça se dit... L'invité à votre écoute. Les téléspectateurs de Grand Angle ont la parole. Les chroniqueurs relaient vos questions et les posent à l'invité sans filtre. Parcours, vie personnelle, domaine d'intervention, rien n'est tabou. Ça se dit... L'invité à votre écoute. Les téléspectateurs de Grand Angle ont la parole. Les chroniqueurs relaient vos questions et les posent à l'invité sans filtre. Parcours, vie personnelle, domaine d'intervention, rien n'est tabou. Ça se dit... L'invité à votre écoute. Les téléspectateurs de Grand Angle ont la parole. Les chroniqueurs relaient vos questions et les posent à l'invité sans filtre. Parcours, vie personnelle, domaine d'intervention, rien n'est tabou. Ça se dit... L'invité à votre écoute. Les téléspectateurs de Grand Angle ont la parole. Les chroniqueurs relaient vos questions et les posent à l'invité sans filtre. Parcours, vie personnelle, domaine d'intervention. De retour donc sur ce plateau avec notre invité pour parler donc de ce protocole d'accord, la rubrique ça se dit. Alors Monsieur Traoré, avant que vous n'arriviez, nous avons rencontré certains téléspectateurs qui suivent cette émission et ils se sont prononcés sur ce que vous faites comme activité, sur ce protocole d'accord, sur la personne même de Monsieur Traoré, c'est la rubrique ça se dit. Alors les chroniqueurs vont vous traduire ce que ces téléspectateurs ont dit. Libre à vous de réagir ou de ne pas réagir, mais on n'a pas suffisamment de temps. Alors, Idrissa, ça se dit que... Monsieur Traoré, ça se dit qu'avec les réformes que vous avez engagées au sein de votre direction, que vous faites des jaloux au sein du ministère. Alors, je prends ça pour un compliment, sans commentaire. Sans commentaire. Il Oui. n'y a pas de jaloux. On a compris. Okay. On a compris. Ali Moussouari, ça se dit aussi que... Monsieur Traoré, ça se dit que vous avez pris cette décision et que les commerçants ont été contraints d'accepter. Non, pas contraints. Les commerçants sont encouragés à accepter cela pour effectivement améliorer l'activité commerciale en République de Guinée. Parce que je le dis, chaque commerçant est aussi consommateur. En étant vendeur de poulet, on est acheteur d'oignons quelque part. C'est Oui, clair. ça c'est clair. Ça se dit que le monopole n'a été cassé que sur papier. Dans les faits, il y a toujours des problèmes. Il y en a qui sont très dominants dans un certain nombre de secteurs et tout le monde n'a pas les mêmes chances. Je suis à la tête de la Direction nationale du commerce intérieur et de la concurrence. Donc nous veillons beaucoup plus à la pluralité de l'offre pour les mêmes produits. Tout type de monopole ne saurait effectivement être encouragé en République de Guinée. Et nous travaillons d'arrache-pied pour que la concurrence soit effective à tous les niveaux dans le secteur du commerce. Ce sont les mêmes chances pour tout le monde, dans tous les secteurs? Oui, nous œuvrons dans ce sens pour qu'il y ait une égalité de chances afin que les gens soient, si vous voulez, pas jugés, mais traités avec les mêmes principes et les mêmes règles. Ça se dit Question de compréhension. la direction ne contrôle pas les marchés. Alors, nous sommes effectivement une direction qui a aujourd'hui un système d'information qui est à vérifier, qui nous permet de prendre des décisions idoines, d'accord, qui sont remontées en temps réel et des décisions qui sont très justes et qui reflètent le marché. Okay. Alors, nous sommes aussi convaincus qu'aucun travail humain n'est parfait. Tout à fait. Tout est perfectible. Il peut y avoir des endroits, des défaillances et nous allons nous engager à remédier à tout cela. Monsieur Traoré, question de compréhension. Depuis combien de temps vous êtes à la tête de cette direction et quelle est votre plus grosse ambition aujourd'hui? Alors, je suis à la tête de cette direction il y a cela 16 mois. Okay. 16 mois. Et ma plus grosse ambition, c'est de pouvoir permettre à ce que le commerce de la Guinée ou le commerce en Guinée soit le plus sain, le plus équitable et au bénéfice et des opérateurs et de la population. Ok. Ça se dit que l'émission est terminée. Et que je prends acte. Okay. Est-ce que vous avez un dernier mot pour peut-être les frères musulmans, les frères chrétiens ou les commerçants, les consommateurs, je ne sais pas. Vous le numéro vert. Voilà, le numéro vert à rappeler. Vous avez quelques secondes, une minute maximum. Merci beaucoup. Ce que je voudrais dire, c'est qu'en fixant les prix plafonds des denrées de grande consommation en République de Guinée, nous sommes limités aux unités telles que les sacs de riz, les sacs de sucre, ainsi de suite. Mais il y a une autre frange de la chaîne de distribution qui est importante. Ce sont toutes ces femmes dans les marchés qui effectivement vendent par pot le sac de riz, ainsi de suite. Il va falloir qu'en constatant la baisse
sur ces produits, qui puisse refléter ça aussi sur les prix pratiqués au niveau d'1 kilogramme vendu à la population. Donc il va falloir que ça arrive jusqu'à ce niveau. Pour le moment, c'est une grande sensibilisation, que quand on reçoit des choses à des coûts un peu plus bas, qu'on puisse le refléter également dans les prix de vente que nous appliquons. Le numéro 142 est actif et est pour tout le monde, pour commerçants et pour citoyens, pour population, et tout le monde peut utiliser ce numéro. Ça nous permet, puisqu'on n'est pas partout au même moment, mais d'avoir les informations afin de prendre les meilleures décisions pour aider les uns et les autres. Merci, M. Traoré. Merci beaucoup. Vous communiquez bien, hein, j'ai bien aimé. Merci d'être venu, merci à vous trois. Merci d'être venu sur ce plateau de Grand Angle. Ça n'est fini pour ce dernier numéro. À toutes ces dames qui nous ont laissé entre... ces dames, qui réclament souvent l'équité. Voilà. Non, elles nous ont laissé pour aller mieux préparer la table. Généralement, la dépense, c'est nous. Nous cherchons la dépense. Toutes les dames de Grand Angle ont disparu. Voilà, ça n'est fini pour ce numéro de Grand Angle. Merci à vous de nous avoir suivis. Merci à ces cadreurs mobilisés et mobilisables à souhait qui nous accompagnent jour après jour dans la production de ce numéro de Grand Angle. Merci aux ingénieurs des sons. Merci à vous, chers téléspectateurs, de nous avoir suivis en Guinée, en Afrique et un peu partout dans le monde. Merci pour les messages que vous nous envoyez quotidiennement et qui nous permettent d'améliorer le contenu de cette émission. Portez-vous bien. Dieu voulant, on vous retrouve la semaine prochaine avec un autre acteur, mais pour parler d'une autre actualité de notre pays. Ciao.